et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, autour du thème Coopération, transfert technologique et développement du commerce. En somme, des passerelles de coopération scientifique sous l'égide de l'OMC pour le développement du commerce international. La chaire est une série de mini-conférences sur des thématiques liées au développement du commerce, associant chercheurs et professionnels. Une série de working papers, de valeurs scientifiques et de prise de décision sur le commerce. Un programme de formation dans les masters de recherche et des masters professionnels. C'est aussi les policy séminaires pour organiser la rencontre de chercheurs et de professionnels sur des problématiques commerciales touchant nos pays. Le programme des chaires de l'OMC a pour objectif cardinal de contribuer à soutenir les universités et surtout à leur faire bénéficier d'une assistance technique qui n'est pas seulement que financière, qui est également scientifique. C'est important ici aussi de rappeler le lien important entre assistance technique et renforcement des capacités. Le programme des chaires est avant tout un programme de renforcement des capacités et au bout de 4 ans, il est attendu de la part de la chaire qu'elle puisse être une chaire durable, soutenable, avec peu d'appui de la part du secrétariat de l'OMC. Ces partenariats et ces coopérations visent non seulement l'objectif crucial d'adéquation emploi-formation, mais aussi et surtout l'exploitation des produits de recherche à des fins de développement socio-économique. Cette deuxième édition des rencontres scientifiques de la chaire OMC, c'est 48 heures d'échange autour de 7 panels avec comme thème de référence commerce international et développement inclusif. L'Union fait la nation rend hommage au chantre de la révolution cubaine, Fidel Castro, décédé dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Les membres de cette alliance politique se sont rendus à l'ambassade de Cuba pour signer le livre de condoléances. Je vous propose d'écouter Bruno Amoussou, président d'honneur de l'UN, et le chargé d'affaires à l'ambassade de Cuba, José Luis Sanchez. Ils sont au micro de Marie-Louise Bérin. L'Union fait la nation a voulu venir rendre hommage au président Castro, Fidel Castro, Luis, parce que pour ce qu'il représente. À nos yeux, il symbolise la lutte des peuples pour leur liberté, il symbolise la résistance, il symbolise le courage. Le peuple cubain a mené une lutte de libération et a surtout soutenu les luttes de libération en Afrique. Et si certains d'entre nous vivent avec émotion la disparition de Fidel Castro, c'est parce que pendant toute notre jeunesse, l'exemple du jeune Fidel Castro a été un stimulant pour nous tous. L'homme qui est disparu physiquement, c'est notre commandant en chef, Fidel Castro. C'est le père de la révolution cubaine. C'est lui et ce sont ses idées qui nous ont amené la dignité et la vraie indépendance au peuple de Cuba. C'est lui qui a montré le chemin, pas seulement à notre peuple, mais au peuple du monde, surtout à notre frère de l'Afrique, qu'un monde de justice, un monde d'égalité, c'est possible. Les transporteurs de l'Alibori Groing, ils ont des impayés depuis la dernière campagne cotonnière. C'est une situation qui bloque le démarrage de l'égrenage du coton-graine dans les usines Sodeco et ICA à Kandy. Reportage. Sans coton, pas d'égrenage. Les usines Sodeco et ICA de Kandy vivent le cas à la date du 28 novembre 2016. Conséquence du refus des transporteurs de convoyer l'or blanc vers les usines de grainage. Ils conditionnent leur participation à la campagne de commercialisation du coton graine au paiement des fonds à eux dus par l'État pour le compte de la campagne passée. Le paiement ne suit pas le mot d'ordre de chef de l'État. Pourquoi je dis ça? Avant, on a eu à parler avec les responsables. Ils nous parlent de la lenteur
administrative, je dis non que ça c'est pas bien. Au jour où nous sommes maintenant, moi là je n'ai pas encore perçu un franc. On me doit de l'argent, du transport coton-graines, du transport de l'engrais et du transport de graines de coton. Le paiement se fait à compte-gouttes et c'est ça qui ne nous arrange pas. 6 800 millions pour la campagne passée et à peine là 5% seulement. Plusieurs rencontres tenues déjà entre acteurs, aussi bien à Kandi qu'à Parakou. Mais les transporteurs ne reviennent toujours pas sur leurs décisions. Conséquence, le sommeil des machines plonge le chômage technique des travailleurs. Nous n'avons pas toujours réceptionné un gramme de coton. Donc si moi j'ai un appel à lancer à nos chers transporteurs, c'est de leur dire de bien mesurer la mesure de la chose pour nous permettre de démarrer tout en poursuivant les négociations avec les responsables des égreneurs, comme on a toujours fait par le passé, parce qu'on a toujours eu des rencontres et ça n'a jamais bloqué l'évacuation. Donc nous savons aussi que habituellement, ce n'est pas au premier voyage ou bien après la première réception du premier camion que les factures sont émises. L'usine est déjà prête pour recevoir le coton, mais c'est dommage que jusqu'à ce jour, on est encore là, à attendre les produits et les transporteurs bien sûr. On a tout fait pour avoir quelques camions pour les laisser, mais on n'a pas eu gain de cause. Si la situation n'est pas décantée au plus vite, on craint déjà des cas d'incendie de coton graines dans les marchés autogérés, mais aussi la mouille du coton dans les prochains mois. Restons toujours dans le département de la Liborie pour évoquer cette situation qui fait des sans-abri à Gogounou. Bien sûr, les habitants de Gbané, c'est un quartier de Gogounou, ont assisté dans la journée du jeudi 24 novembre dernier à la démolition de plusieurs de leurs maisons. Mais pourquoi Olviga Mensan et Firmin Bassao ont enquêté? Des sans-abri, les restes des décombres, mais aussi des dégâts matériels. Une affaire de déguerpissement qui crée des mécontents dans le rang des populations du quartier Gbané à Gogounou. Les habitants de cette maison ont eu à peine le temps de faire leur bagage pour laisser place au bulldozer qui n'a rien laissé sur son passage. Du coup, des pères de famille, mais aussi des mères de ménage et des enfants sont jetés à la rue. Nous étions ici depuis très longtemps, mais pourtant, devant le marché, si devait construire quelque chose ici, il faut nécessairement dédommager les gens, construire des maisons là où il faut loger toutes ces populations. Là où pour coucher, là, c'est tellement très difficile. Il faut voir ce beau monde. C'est l'effort de plusieurs années qui vient ainsi d'être réduit à néant, a laissé entendre une dame propriétaire de maison. C'est la mairie qui veut occuper la place pour le marché, alors que nous sommes là depuis 1965. Là, tout le foyer, même ceux qui sont là dans la maison, il faut voir l'enfant là. C'est un handicapé. Donc il a vécu ici avec sa grand-maman décédée. On veut les enlever, on ne sait même pas où les mettre. Et en ce qui concerne même ce qu'on doit nous payer, ils n'ont pas dit, ils n'ont rien dit, ils veulent casser la maison pour nous détruire. Ces maisons seraient aussi dans l'emprise du site querellé. Mais du côté des autorités communales, on entend aller jusqu'au bout. La concession de l'autogare et les boutiques s'imposaient. Ce n'est pas du jour au lendemain. Moi, j'ai commencé les négociations avec eux depuis le 17 novembre 2015. Cette situation s'est produite dans beaucoup d'arrondissements, à Bago et à Ouara. Mais les gens n'ont pas eu un lopin de centimètres carrés, même de terre. Mais ici, j'ai dit au maire, comme c'est le centre, il faut qu'on leur trouve des parcelles. C'est ainsi qu'avec le géomètre, on s'est rendu sur les lieux selon la grandeur de votre maison et les bâtiments qui ici trouvent, on octroie le nom de parcelles. C'est-on jusqu'à 3. Les personnes qui restent sans abri, ce n'est pas que ces personnes restent sans abri. On est tous de Gogounou. Comme ils veulent un dédommagement, c'est pourquoi ils se cachent derrière ça pour dire qu'ils sont sans abri. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils seront dédommagés ou pas. Les populations victimes des casses n'attendent qu'une seule chose, l'arbitrage des institutions compétentes et leur dédommagement. La quinzaine nationale de l'emploi est ouverte. Elle va se dérouler jusqu'au 3 décembre prochain. Au programme sont prévues plusieurs activités. À Abomey, il a été question d'une séance de l'Agence nationale pour l'emploi. Emerida Pinsoton.
La quinzaine nationale de l'emploi pose ses valises à Abomey. Ici, les responsables de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, initiateur de la quinzaine, rencontrent les élus locaux des 77 communes du Bénin pour faire un bref bilan des programmes offerts par l'ANPE pour soulager les jeunes. La question de l'emploi au Bénin étant une préoccupation majeure connue de tous. Il s'agit particulièrement de vouloir partager les responsabilités entre les différents acteurs, les acteurs territoriaux, et dans ce secteur-là, puisqu'en réalité, les jeunes qui sont à la recherche d'emploi sont sur les territoires, sont dans les communes. Donc il s'agit pour nous de voir avec les maires comment développer économiquement les territoires pour que les territoires puissent créer beaucoup d'emplois pour les jeunes et éviter l'exode rural. Ce forum des maires sur la promotion de l'emploi et le développement des territoires devra ressortir les forces et faiblesses des activités de l'ANPE dans toutes les communes et définir de nouvelles orientations pour l'année 2017 qui s'approche. Le non-transfert aux communes des ressources financières réduit considérablement nos capacités d'initiative en matière d'investissement économique et de services marchands. Or, ce sont toutes choses qui promeuvent la création de richesses et d'emplois à la base. Nous nourrissons la ferme conviction que le régime de la rupture nous accompagnera en ce sens. Le problème de chômage mine dangereusement la paix, la quiétude et le bonheur de nos villes et campagnes. Un gouvernement responsable se doit de l'attaquer avec minutie pour s'assurer un lendemain meilleur. Cette 5e édition de la quinzaine nationale de l'emploi est placée sous le signe de la solidarité. Tout le monde doit se sentir concerné par la question du chômage et donc prêt à rivaliser de créativité pour créer de l'emploi pour le bonheur d'un frère ou d'une sœur. Après Abomey, de nombreuses activités sont prévues dans d'autres villes avec d'autres acteurs de l'emploi. Entre autres activités phares, le village de l'emploi ouvert à Cotonou du 26 novembre au 3 décembre 2016, date de clôture de la quinzaine. Conseillers et acteurs de développement de Semepodi s'apprêtent à élaborer le plan de travail annuel de leur commune pour 2017. Ils étaient en atelier préparatoire. L'objectif, c'est de discuter et surtout de disposer d'outils nécessaires à une meilleure élaboration du PTA 2017. Compte rendu, Guillaume Avienon. Le conseil communal de Semepodi au complet au lancement de l'atelier des outils de planification de la dite commune au titre de 2017. Un exercice auquel les élus locaux de Semepodi ont été conviés par le maire avant la session budgétaire prévue pour cette semaine. L'instrument que constitue l'élaboration et l'exécution d'un plan annuel de travail et le plan annuel d'investissement n'est plus à démontrer. Autant il découle de notre plan de développement communal et constitue des indicateurs pour l'atteinte de l'objectif visé. Au menu des travaux, l'évaluation des plans de travail annuels et d'investissement de la commune pour l'année qui s'achève et la présentation du plan de travail annuel de 2017. Même on nous présente des statistiques, il faut toujours les comparer au précédent, ou sinon aux précédentes. Et le phénomène de taux de régression peut être justifié, mais ne saurait être excusable de façon continue. D'où pour nous l'impérieux devoir d'appuyer sur l'accélérateur. Pour 2017, Charlemagne Honfort souhaite le meilleur pour ses concitoyens et demande le soutien de tout le conseil communal.
Le groupement régional nord de la gendarmerie nationale change de tête. Le lieutenant-colonel Max Noël Abalo a pris service. La cérémonie de passation de charge a eu lieu au siège de la compagnie de gendarmerie de Parakou. On fait le point avec Ronald Robinson et Cadnel Capo. Il prend ainsi le commandement du groupement régional nord de la gendarmerie nationale ce 28 novembre sous l'égide du directeur général de la gendarmerie nationale. Groupement régional nord à mon commandement. Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef le lieutenant-colonel Abalo Mas Noël ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois. Le nouvel homme fort du groupement régional nord de la gendarmerie nationale mesure l'immensité de la mission sécuritaire qui repose désormais sur ses épaules. Son prédécesseur, qui a pratiquement passé 2 ans à la tête du groupement, l'exhorte à la veille contre les hors-la-loi. Parce que le Sud est plus maintenant étoffé en matière de personnel de sécurité, donc ils ont tendance à se replier vers le nord ici. L'insécurité aussi avec d'autres pays, comme nous sommes à la frontière ici, ça risque de nous envahir, donc je lui ai demandé de prendre toutes ces dispositions pour qu'il puisse faire au mieux ce qu'il peut. Je rends un hommage au travail fabuleux qu'il a pu faire avec les moyens dont il dispose. Je m'inscris dans la droite ligne de ses actions. Alors nous sommes ici pour accompagner les populations, accompagner le gouvernement dans sa tâche d'apporter la sécurité à tous les Béninois où qu'ils se trouvent. Nous avons les hommes qui sont aguerris, nous avons le matériel qui est là, qui arrive progressivement. Actuellement, nous sommes à gonfler pour accomplir la mission. Cette mission ne pourra se faire sans une franche collaboration des forces de sécurité publique et des forces vives de la société. Par ailleurs, Zachary Yaka, âgé de 55 ans, est désormais appelé à servir comme inspecteur technique à Porte-Novo, d'où est originaire son successeur, âgé de 45 ans. Le réseau national des KVK du Bénin, RENACA, c'est un réseau des institutions de microfinance qui lutte contre la pauvreté, et ceci à travers la création des activités génératrices de revenus. Ce réseau a aujourd'hui 10 ans. La célébration de l'événement a eu lieu jeudi dernier à Boycon en présence des responsables du secteur et autres bénéficiaires. On fait le point avec Gilles Dansou. Le RENACA Bénin est une institution de microfinance à vocation nationale qui fait ses preuves dans 6 départements sur les 12 que compte notre pays. Un double événement est célébré, 10e anniversaire du réseau et inauguration de son siège à Boycon. Nous sommes passés de 21 221 sociétaires en 2005 à 114 809 sociétaires en 2015. De 447 millions d'encours de crédit en 2005 à 6 milliards 400 d'encours de crédit en 2015. De 310 millions d'encours de dépôt en 2005 à 3 milliards 5 de dépôts en 2015. Nous sommes passés de 19 millions de résultats d'exploitation en 2005 à 518 millions en 2015. Le RENACA reste convaincu que la microfinance est l'instrument par excellence d'éducation financière de nos communautés. Les premières caisses du RENACA ont été créées en 1993 par le CBDIBA et l'Assemblée constitutive du réseau a eu lieu le 22 novembre 2005. Que de chemin parcouru. Au-delà du symbole que revêtent ces 2 événements dans le parcours institutionnel de RENACA Bénin, nous célébrons également le succès de la première expérience de transformation institutionnelle d'activités d'ONG en système de financement décentralisé agréé. Une cérémonie rehaussée par la présence du représentant du ministre en charge des microfinances. Vous aurez à faire le point du chemin parcouru pendant une décennie et prendre des résolutions nouvelles pour faire plus et assurer la pérennité à votre institution. Les différents défis auxquels le secteur fait face vous y obligent.
La lutte contre la pauvreté est le combat de tous et personne n'en sera exclu. L'objectif est de booster dehors la pauvreté. L'économie locale célébrée à Banikoara, c'est à l'occasion de la 3e édition de la foire agro-pastorale interdépartementale du Borgou et de l'Aliboré. 4 jours durant, les produits agricoles, mais aussi le cheptel seront présentés au public dans un décor festif. Olviga Mensan, Firmin Bassao ont suivi la cérémonie d'ouverture de la foire. C'était samedi dernier. Une trouvaille pour la promotion des produits pastoraux et agricoles. Après Gorgounou en 2014 et Ndali en 2015, Banikoara accueille la 3e édition de la foire agro-pastorale interdépartementale du Borgou et de l'Alibouri. La tenue de cette foire suscite mon engagement, celui du conseil communal de Banikoara et de toutes les structures d'encadrement et d'accompagnement au fait de rêver qu'à l'édition prochaine, la commune de Banikoara va redorer son blason de première commune en cheptel et en agriculture. Banikoara, de par les menaces naturelles dont elle est malheureusement victime, en contribuant à l'essor économique de notre pays, mérite une attention particulière. Et l'organisation de la 3e édition de cette foire dans cette commune est une initiative de la PIDA pour un début de reconnaissance de la gratitude des fils et filles de l'Alibouri de la commune de Banikoara. L'appui financier du Bureau de la coopération suisse au Bénin ainsi que l'accompagnement technique et organisationnel de l'ADECOB et de l'APIDA sont d'importants atouts pour la réussite de cette foire. Faudrait-il le rappeler ici, le PASER qui est à sa 2e phase de mise en œuvre depuis octobre 2015 pour une durée de 4 ans apporte un appui financier cumulé de l'ordre de 10 milliards aux OSP dans la mise en œuvre de leur plan d'action stratégique. La foire agro-pastorale revêt un caractère spécial en ce sens qu'elle privilégie les secteurs de l'élevage et de l'agriculture. Elle intègre également, comme l'a si bien dit le directeur de l'UFAG, les métiers artisanaux en lien avec l'agriculture et ou l'élevage, par exemple la fabrication des outils agricoles, des machines et outils de transformation agroalimentaire. Des animations culturelles, mais aussi artistiques, viennent enrichir le décor de la 3e édition de la foire agro-pastorale interdépartementale à Banikoara. L'une des innovations ici est la mise en terre de quelques plants d'arbres pour immortaliser l'événement. Et nous terminons cette édition avec la 6e fête de la parole. Tengue Toastmasters Club de Parakou poursuit sa mission. C'est bien sûr celle d'inciter les populations à l'art oratoire. Fidèle à la tradition, il a organisé à l'Institut français de Parakou la 6e édition de la fête de la parole. Une célébration enrichie par des exercices pratiques de prise de parole en public. Judicaël Ayénan, Féderbe Agbado pour le temps fort. Ils sont venus nombreux célébrer le pouvoir de la parole. Étudiants, fonctionnaires et particuliers sont séduits par les diverses démonstrations des maîtres de la parole. Savoir prendre la parole en public, je crois que c'est important pour tout le monde. On commence par tourner les milènes des gens pour voir dans tout ce qu'on veut dire, comment mettre ce mot de façon harmonieuse. Et je crois que c'est intéressant. Par des discours bien structurés, des prises de parole improvisées et des débats, les membres de Tengue Toastmasters Club démontrent au public les techniques fondamentales de la communication persuasive. C'est une véritable opportunité offerte aux populations d'apprendre à convaincre par la parole. C'est l'endroit où nous apprenons l'art oratoire et le leadership, c'est-à-dire le fait de savoir apprendre à prendre la parole en public, apprendre la parole à l'improviste et être un bon orateur éloquent. On apprend cela au sein des clubs Toastmasters, mais nous nous sommes dit que c'est assez égoïste de garder ça pour nous et de ne pas faire profiter au public, de ne pas montrer au grand public qu'il existe cette opportunité à saisir. Le but de cette fête, c'est de renouveler l'effectif de nos clubs. Donc ça ne servira à rien qu'ils participent à cette fête et s'asseyent à la maison après. Il faut qu'ils viennent s'inscrire soit dans le club anglais ou soit dans le club français pour pouvoir savoir s'exprimer, pour pouvoir savoir convaincre.
Cette célébration est la dernière grande activité de Tengue Toastmaster Club pour le compte de cette année 2016. Les populations sont invitées tous les premiers et troisièmes samedis du mois aux sessions anglaises et les deuxièmes et quatrièmes samedis aux sessions françaises. Merci de vous avoir exprimé. Mardi 29 novembre 2016, fin du journal de la mi-journée sur l'ORTB. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.